Alors bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce talk et merci d'être là à Who Runs the Tech, un super event. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi je suis ravie de partager ce moment avec vous et sans plus attendre, je vais vous parler d'un sujet totalement d'actualité et je pense que les Rennais, ça va vous parler. Alors on va parler de bière, mais de la bière pas n'importe comment, c'est de la bière avec des technologies cloud. Autrement dit, comment servir de bonne bière grâce au cloud Microsoft Azure. Alors avant d'aller plus loin, je me permets juste de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Emmanuelle, je suis cloud architecte et lead Azure chez Hippon Technologies. Vous verrez, c'est les jolies dames qui se trimballent avec des hoodies bleus. Et je suis basée en Alsace. Donc, vous verrez, en Alsace, je pense que c'est comme à Rennes, on ne plaisante pas avec la bière. Pour info aussi, je suis co-organisatrice du MTG Strasbourg. Alors, le MTG, c'est quoi ? C'est le Microsoft Tech Group. Donc, en fait, c'est des gens super sympas avec qui on échange, notamment sur les technologies Microsoft, que ce soit des technologies de développement, d'infrastructure, de cloud. Bref, vous avez envie de tester un truc sur Microsoft, n'hésitez pas à les contacter, il y en a un peu partout en France. Et juste pour info, si jamais vous voulez me payer une bière à votre speakeuse préférée, hein, c'est la bar Barbock, si jamais. Voilà, donc sans plus attendre, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc déjà, l'apéritif. Alors, le but, c'était de construire une tireuse connectée. Donc, c'est ce que je vais vous présenter tout au long de cette session. On va parler de la connexion et de la gestion de la tireuse. On va parler de la donnée, comment la donnée s'achemine avec le flux de données, comment la visualiser et qu'est-ce qu'on aurait pu faire encore pour aller plus loin et pour avoir la version 2 de la tireuse connectée. Donc, pour commencer, l'apéro. L'idée donc qu'on a eue, que j'ai eue, c'était un use case très simple. J'ai une bière et les 3/4 du temps, c'était pas ouf le service. Du coup, je me suis dit comment faire pour avoir une meilleure bière. Alors, en tant que passionné des technologies cloud Azure, je me suis dit pourquoi pas utiliser ces technologies. Et du coup, comment connecter déjà une tireuse grâce à ces technologies de manière facile, qui puisse quasiment être du plug and play. La deuxième, c'était comment collecter ces données pour les exploiter par la suite, que ces données soient acheminées de manière rapide, qu'il n'y ait pas de perte de données et que ce soit quasiment du temps réel en fait. Que cette tireuse soit facile à administrer, facile à gérer. Par exemple, je sais pas, un bar, ça vit. Il y a des fûts qui, par exemple, se vident. Comment faire? Autre point qui était très important, c'était aussi la visualisation de la donnée pour l'exploiter après. Et du coup, comment faire pour la visualiser, pour l'afficher, pour que les données soient totalement compréhensibles par n'importe qui et puissent aider à l'amélioration du service de bière, tout simplement. Et si jamais il y avait le moindre souci, c'était important d'être notifié très très rapidement. Donc ça va être ces différents use cases que je vais vous présenter aujourd'hui, donc grâce aux technologies cloud. Alors, waouh, un beau schéma d'archi. Ça peut sembler bizarre comme ça, mais c'est assez simple au final. Donc nous avons notre device, notre tireuse connectée, qui va être connecté grâce à 2 composants. Le premier, le central, c'est ce qu'on appelle l'Azure IoT Hub. C'est le service de messaging proposé par Azure qui est spécialement dédié aux objets connectés. Pour aider à la facilité de la connexion et à la sécurisation de cette connexion, on va utiliser ce qu'on appelle un Device Provisioning System. C'est là où on va pouvoir c'est le composant central qui va nous permettre de faire du quasi plug and play. Le troisième composant, c'est l'Event Hub. Donc l'Event Hub, c'est pareil, un service de messagerie, mais un petit peu différent de l'IoT Hub,
puisque lui permet de faire du gros streaming de data. À partir de cet Event Hub, 2 points d'accès. Le premier, donc, qui est le point de stockage de la donnée et de visualisation de la donnée, avec un Azure Stream Analytics, ainsi qu'une base de données Cosmos DB, qui est une base de données NoSQL qui a beaucoup d'avantages et qui est très conseillée pour tout ce qui est IoT, notamment parce qu'elle a de grosses performances et qu'elle permet d'avoir du stockage rapide. Et le troisième composant de ce flux-là, c'est le Power BI, donc outil de visualisation proposé par Microsoft. L'autre flux, c'est le flux de notification, donc avec ce qu'on appelle une function app. C'est du traitement courte durée serverless, tout simplement, avec un event grid qui permet de faire du topicking et d'orienter les messages, et une storage queue pour que les applications que nous allons brancher dessus puissent dépiler des messages au fur et à mesure de leur utilisation. Voilà, grosso modo, à quoi ressemble la première mouture de l'architecture. Bien sûr, elle pourra être enrichie par la suite, c'est ce qu'on verra tout à la fin, mais voilà la base qui permet de regrouper, comme vous le voyez, déjà pas mal de use cases. Alors, présentation un peu plus en détail des divers composants, en commençant par l'IoT Hub. Alors, je rappelle, là, on est dans la partie connexion de la tireuse. Donc, l'IoT Hub, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un hub de messages spécialement dédié aux besoins IoT. Ce qui est intéressant, c'est que ce composant a plusieurs plans et peut être très facilement mis à l'échelle. Donc, on a des plans standards, on a des plans premium, on a pas mal des plans basiques. Et cela nous autorise soit à avoir des meilleures performances, soit d'avoir un plus grand nombre de messages qui sont acheminés en fonction des devices. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, en fait, les appareils vont s'authentifier de manière sécurisée à l'IoT Hub. Donc, il y en a plusieurs, soit par SaaS token, connection string, ou alors par certificat X509, si jamais vous voulez vraiment quelque chose de très sécurisé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est quelque chose, c'est un service de messaging qui est vraiment dédié à tout ce qui est connectivité et objets connectés, il prend en charge les principaux protocoles de messaging utilisés dans ces cas-là. Donc, on a de l'AMQP, du MQTT, de l'HTTP, HTTPS et du WebSocket. Hop. Donc, alors, ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut faire véhiculer et quels sont les types de messages que l'on peut faire véhiculer avec l'IoT Hub? Donc, les premiers, les plus connus, ce sont les messages de télémétrie, ce sont les messages de capteurs qui informent sur un état, ma température, ma vitesse, voilà, peu importe. Ce sont des données vraiment factuelles issues de capteurs. On a un deuxième type de message qui, lui, est très intéressant et qui permet de notifier qu'une action a été effectuée sur notre device connecté. C'est ce qu'on appelle les propriétés d'appareil. Alors, il y en a deux. Il y a les reported et les desired. Les desired, en fait, ce sont les réglages qu'on aimerait bien appliquer à la tireuse. Et les reported, ce sont ce qui est issu de la tireuse en fonction de ses actions. Troisième chose, donc on a les commandes d'appareil. Alors, un appareil connecté, le but, c'est aussi de pouvoir l'administrer à distance. Et dans des cas où, par exemple, il faut le redémarrer, tout ça, on peut le faire via des messages particuliers qui sont effectivement les commandes d'appareil. Alors, ça, c'est pour la partie message. Mais, comme dit, il n'y a qu'encore, il faut indiquer les certificats, il faut indiquer pas mal de choses de manière manuelle. Pour faciliter tout ça et le sécuriser, on le couple à ce qu'on appelle, on le lie à ce qu'on appelle un Device Provisioning System, abrégé DPS. Alors le DPS, il permet quoi? Il permet d'avoir une configuration automatique de cette registration d'appareils pour qu'on puisse les connecter. Elle est aussi sécurisée puisqu'il y a différentes méthodes d'authentification, par exemple les certificats, par exemple des chaînes de connexion. Et en fait, grâce à ce qu'on appelle le groupe enrollment, on va pouvoir faire
limiter les interventions manuelles en utilisant ce composant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce DPS peut être utilisé pour un ou plusieurs IoT Hubs. Typiquement, si vous avez un environnement, je ne sais pas, d'intégration et de production, vous pouvez le lier à votre IoT Hub d'intégration et à votre IoT Hub de production. Et du coup, vous pouvez switcher vos devices facilement d'environnement, juste en les recertifiant, par exemple, grâce à ces mécanismes-là. C'est ce que je viens Et du coup, voilà, deux possibilités. Soit vous enrôlez un device, soit vous en enrôlez plusieurs d'un coup, puisqu'ils ont les mêmes propriétés. Alors, tout simplement, ça c'est pour vous montrer un peu la chaîne de provisioning. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais en gros, chaque device provisioning a une liste d'inscriptions, et votre appareil va s'authentifier auprès de cette liste d'inscriptions, que ce soit en single ou en groupe enrollment, et après, automatiquement, il va être inscrit dans l'IoT Hub. Donc, là, c'est bien beau, mais ça reste de la théorie. Concrètement, comment ça se passe? Si mon PC veut bien sortir de veille. Alors, première chose, c'est dans le cloud que ça va se passer. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc là, je suis sur le portail Azure, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est le portail qui va me permettre d'administrer, en gros, toutes mes ressources et mes architectures cloud Azure. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un resource group, ce qui est un assemblage logique de composants que j'ai appelé Device Access, puisque c'est lui qui va nous permettre d'accéder au device, à ma tireuse connectée. Alors, comme vous le voyez, donc, pour commencer, j'ai mis deux composants, Azure IoT Hub Device Provisioning, ici, et mon IoT Hub. Concrètement, vous avez ce qu'on appelle les enrôlements ici, et vous voyez que vous avez deux possibilités pour le faire. Les groupes enrôlement et les individuels enrôlement. Donc là, vous voyez que j'ai enrôlé déjà un premier device. Donc comment ça se passe? Quand on veut faire un enrôlement, vous voyez qu'on a plusieurs manières de le faire. Donc par certificat, par clé symétrique ou par module TPM. Donc TPM, en fait, c'est comme un numéro en fait, qui est déjà préindiqué. Et on peut... Et on peut choisir la manière dont c'est enrôlé. Après, on peut le lier à un IoT Hub, par exemple celui que j'ai créé, avec ce qu'on appelle des allocations policy. Donc soit vous voulez des petites latences, soit vous voulez une distribution assez équilibrée, soit vous voulez quelque chose d'assez statique. Bref, ça c'est à vous. Moi, en général, par défaut, je le garde toujours en équilibré. C'est ce qui correspond au plus de use case. Et après, vous mettez votre device ID et vous pouvez, si vous le souhaitez, soit mettre des desired properties ici, soit le taguer en fonction de ce dont vous avez besoin. Et après, hop, un petit clic et vous avez créé votre device. Alors ça, c'est la partie cloud. Mais il faut bien faire quelque chose sur le device en lui-même. Pour ça, on va créer un petit programme. Donc celui-là, il est en C#. Mais c'est pas parce qu'il est en C# qu'il n'est pas adaptable partout. Tout ce qui est SDK IoT Microsoft est disponible sur la plupart des langages, que ça soit du Java, que ça soit du Python, bref, vous pouvez vraiment l'adapter partout. Alors ce qui est important, c'est ces 4 données ici. Donc ici, le global endpoint, donc c'est le global endpoint de notre DPS qu'on retrouve directement sur le cloud. Je vais revenir là-dessus. Hop. Ici, on a notre scope ID pour identifier sur quel DPS on veut s'enregistrer, ici. Et le nom de notre device, ainsi que la clé primaire qui est issu de notre enrôlement quand on a fait notre petit clic-clic que je vous ai montré précédemment. Après, on fixe les propriétés de transport, etc.
C'est ce qu'on voit ici, par exemple. Et on utilise ce qu'on appelle le Provisioning Device Client, qui est issu du SDK Microsoft, Microsoft Azure Devices, et qui permet en fait, avec ce SDK, c'est là que vous allez pouvoir gérer toute votre connectivité. Et ensuite, blablabla, code. Et qu'est-ce que ça fait? Hop, suspense. Vous allez voir qu'il va s'enregistrer. Tac. Et il va pouvoir envoyer les premiers messages. Juste un peu long. En attendant l'enregistrement, comment ça se passe? Donc, il va s'authentifier comme il est lié directement à notre IoT Hub. Hop. C'est pas du tout là. Petit clic d'inadvertance. Hop, il va là. Et vous voyez dans la liste des devices. Touk. Il va apparaître ici. Le portail Azure est un peu lent. Mais vous voyez ici qu'il est bien, enregistré ici. Donc tout ça, vous voyez, se fait très facilement au niveau de la registration. Donc voilà comment on peut faire pour connecter un device. Alors, je vous ai parlé aussi de tout ce qui est Desired Property, Reported Property. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont un document JSON qui est en fait le jumeau cloudifié de l'appareil. Donc on a une structure qui est déjà préfaite, donc qui est toujours la même, tac, Desired Property, Reported Property. Et à partir de ça, on va pouvoir en fait administrer notre device IoT et le configurer. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc si je vais sur ce device ici, hop, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Donc là, comme il a toujours pas tourné, hop, il est disconnected. Mais vous allez voir, hop, il y a différentes propriétés. Notamment, vous voyez quelle est son authentification, quel est son modèle, quelle est sa version. Là, on voit que le niveau de bière est une propriété qui a été reportée par le device, etc. Et à chaque fois que vous allez avoir des modifications, ça va être changé ici, tout simplement. Donc c'est très visible et vous pouvez voir pas mal de choses via le portail Azure ou alors via le SDK ou les API Azure. Donc le flux de données maintenant, donc c'est bien, on a récolté de la donnée. Maintenant, comment faire pour la chemiser dans une base de données qui est sécurisée et ça de manière très rapide. Alors si vous vous rappelez notre petite architecture, on a ce qu'on appelle un Event Hub. Alors un Event Hub, c'est un service d'ingestion de données et il est vraiment dédié à de gros données. Il est spécialement fait pour du streaming. Dans notre cas d'utilisation, il va être la porte d'entrée pour tous les pipelines basés sur les événements. Parce qu'en fait, quand on va avoir un message de télémétrie, ça va être un événement. Et du coup, c'est lui qui va servir d'intermédiaire entre les producteurs de ces événements, notre device connecté, notre tireuse connectée, et les consommateurs, notre base de données. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un minimum de configuration qu'on peut augmenter et le gérer facilement grâce à ce qu'on appelle le partitionnement. Par exemple, vous avez plusieurs devices, plusieurs types de devices. Vous pouvez partitionner grâce à des propriétés pour augmenter ses performances, tout simplement. Et il est assez flexible tout en étant assez strict grâce au schéma registry, où en fait, comment expliquer le schéma registry de manière assez claire? En fait, le schéma registry, ça va vous permettre de vous guider et d'avoir une structure de message bien cohérente qui puisse être interprétée par tout le monde. Deuxième composant, qui est lié, lui, directement à notre Event Hub, c'est le Stream Analytics Job. Donc, qu'est-ce que c'est que le Stream Analytics Job? Il va permettre de collecter des données, de les traiter et de les analyser, non seulement
en temps réel, mais aussi de manière très très peu chère. C'est un composant qui, s'il est bien configuré, ne va quasiment rien coûter. Autre chose qui est assez intéressant avec le Stream Analytics Job, c'est qu'il est hautement disponible. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'il tombe en panne ou qu'il ne soit pas disponible. Voilà, il y a très peu de chances qu'il ne soit pas disponible. Et dernière chose. Allô, allô, ouais. Il est facilement scalable. Et du coup, dès que vous avez des pics, dès que vous avez plus de consommation de données, etc., vous pouvez le scaler, le mettre à l'échelle très très facilement. J'ai parlé, du coup, le but quand même, c'était de stocker les données dans une base de données sécurisée. Donc c'est Cosmos DB, donc qui est la base de données phare d'Azure. Il y a toujours pas mal d'évolutions là-dessus. Et elle est vraiment très intéressante. Donc c'est une base de données NoSQL qui a plusieurs API. Donc il y en a 6. Il y a une API NoSQL, il y a une API GraphSQL, une API... voilà, il y en a pas mal qui peuvent être utilisées selon vos besoins. Dans notre cas, on a utilisé la partie NoSQL. Pourquoi ? Parce que les données de capteurs, même si elles ont une structure qui peut se ressembler, l'idée, c'est qu'elles sont quand même différentes. Et ça nous permet en fait d'avoir une flexibilité tout en pouvant facilement faire des recherches dans cette base de données. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau, pour le scaling, pour la maintenabilité de la base, elle a une structure organisée qui facilite tout ça. Donc, il y a des comptes de base de données qui contiennent des bases de données, qui contiennent des containers, qui contiennent des items. Après, au niveau de la disponibilité de la donnée, il y a plusieurs niveaux de cohérence: strong, bounded staleness, session consistante, éventuelle. Et par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on va pouvoir choisir ces niveaux de consistance ? C'est par exemple, je vais mettre à jour, ma tireuse connectée va mettre à jour une donnée, va en mettre beaucoup à jour, et en fait, le but, c'est que ça soit disponible, par exemple, le plus rapidement possible, ou que la valeur soit disponible, que la valeur qui soit disponible soit celle la plus à jour. Bref, et c'est grâce à ces niveaux de cohérence qu'on va pouvoir gérer ces paramètres. Et comme je vous l'ai déjà dit, et je ne me lasserai jamais de le répéter, c'est une base de données performante, elle est fiable et elle est flexible, ce qui en fait une base de données conseillée pour tout ce qui est projet IoT. Alors, si je repasse là-dessus, donc je vais dans mes ressources groupes et je vais aller dans ce qu'on appelle le data store. Alors le stream, donc je vous ai montré l'Event Hub, configuration de base, et en fait mon Event Hub va déverser dans mon Stream Analytics. Mon Stream Analytics va faire pour l'instant une première requête qui est assez simple. Je prends ce qui vient de mon Event Hub et je le déverse dans ma Cosmos. Dans ma Cosmos, qu'est-ce que ça va donner ? C'est ce qu'on voit ici. Hop, Data Explorer. Vous voyez que j'ai fait, donc ça c'est un compte de base de données. Dedans j'ai une base de données qui s'appelle bar. Et là j'ai un conteneur où j'ai toute la télémétrie. Et vous allez voir tous les messages qui sont remontés. Et ça quasiment de manière instantanée. Alors, les notifications, les alertes, c'est l'autre flux dont on avait parlé. Donc pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle une Azure Function que j'ai branchée directement sur l'Event Hub. Donc c'est une solution, une Azure Function, c'est, pour ceux qui connaissent AWS, c'est l'équivalent des Lambda. C'est une solution serverless
qui est piloté notamment par les events. Il y a plusieurs triggers qui peuvent lancer ces Azure Functions. On a les HTTP, on a les IoT Hub, on a les Event Hub. Là, l'idée, c'était qu'elles soient pilotées par l'Event Hub. Donc, c'est ce que j'ai dit, il y a plusieurs déclencheurs possibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces fonctions, on peut les développer en n'importe quel langage, et c'est assez facile à faire. Celle que j'ai fait, moi, par exemple, elle est en C#, mais vous pouvez le faire en Rust, vous pouvez le faire en Go, vous pouvez le faire en ce que vous voulez. C'est une solution, comme je l'ai dit, elle est stateless, mais vous avez la possibilité, avec ce qu'on appelle les durable functions, donc qui sont un mécanisme d'orchestration, de faire du stateful et de transmettre, par exemple, de faire des propriétés chaînées ou des choses comme ça, en fonction de vos besoins. Et ce qui est intéressant avec ce composant, c'est que c'est un composant qui coûte très peu cher. Au niveau de l'Event Grid, donc qui est relié à ces Azure Functions, c'est un service de routage d'événements. En fait, l'Event Grid, ce qui va nous permettre de faire, c'est du topic. Par exemple, vous allez avoir un type d'alarme qui est « attention, ma température est trop haute ». Vous allez pouvoir avoir un routage, un topic dédié. Si vous voulez si vous en avez un deuxième qui est ma bière n'a plus de bulles ou ma pression de CO2 n'est pas correcte, hop, vous allez avoir un deuxième topic. Ce qui est intéressant, c'est que dans les messages qui sont véhiculés par l'Event Grid, nous avons des données qui sont standards, des métadonnées, et en plus, on peut rajouter des données spécifiques. Il y a plusieurs types de modèles. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'utilise les Cloud Events, puisque c'est des choses assez basiques qui correspondent à la majorité des use cases. Mais vous pouvez aussi faire des event systems. Par exemple, si vous voulez les brancher sur les journaux Windows, par exemple, ou des choses encore plus personnalisées. Donc, j'ai parlé de topics. Alors, qu'est-ce que c'est un topic? Ce sont des endpoints, en fait, qui vont nous permettre d'orienter la donnée et de recevoir qu'un certain type de données. Pareil, soit vous en avez déjà des préfets, soit vous en avez des customs. Quand on a un topic, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'abonner à ce topic pour créer un itinéraire et l'acheminer là où on veut, au point d'arrivée, c'est-à-dire, dans notre cas, une queue applicative. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose d'assez performant. Les latences sont vraiment très très faibles et il peut traiter vraiment des milliards et des milliards d'événements par jour. Alors, dernier composant qui est assez important, c'est ce qu'on appelle la Storage Account Queue. Alors, c'est un service de queuing, tout simplement, pour que les applications puissent traiter de manière asynchrone les données qu'on leur envoie. Alors, il y a quelques petites restrictions. Donc, par exemple, on ne peut faire que des messages de 64 kilo max et la durée de vie est de 7 jours. Sachant que 64 kilo max pour des messages de télémétrie et d'IoT, c'est quand même pas mal déjà. Il y a pas mal de choses pour les utiliser. On a les API REST, on a la bibliothèque cliente, on a le portail Azure, bref, il y a pas mal de choses pour communiquer avec. Et c'est un service, un composant qui comporte, qui peut supporter plusieurs milliers de messages par seconde. Pareil, il y a encore une couche de sécurité avec des clés de stockage, du SaaS, des chiffrements de données au repos, etc. Si vous avez besoin, dans certains use cases, vous pouvez aussi mettre des options de redondance pour sécuriser votre système. Alors, comment ça se passe concrètement? Hop. Je reviens sur le portail. Et je vais sur l'event, le RG Data Hub. Donc, première chose, une Azure Function. Vous voyez, c'est assez simple. C'est un composant, comme dit, très basique qui permet de faire du stateless. Et là, vous voyez que j'ai une fonction qui est Event Hub Triggered. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer le code après. Voilà, il suffira de me le dire. À ce niveau-là, après, on a ce qu'on appelle, elle va déverser les messages dans ce qu'on appelle un event grid avec un event grid topic. Donc, vous voyez que j'ai créé un event grid
qui déverse les messages dans ma queue. Alors pour créer une souscription, pour créer un topic, rien de plus facile. Enfin, pour créer une souscription à un topic, rien de plus facile. Vous remplissez juste cette petite chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des options de dead lettering, si jamais il y a une mauvaise délivrance des messages, par exemple. Vous pouvez aussi configurer des politiques de retry. Et vous, si jamais, pour pas overrider ou surcharger votre topic, vous pouvez mettre des temps d'expiration. Voilà pour l'event grid. Et ensuite, on arrive dans notre queue storage. Hop, je l'ai perdu. Mais elle va vite être retrouvée, vous inquiétez pas. Alors, la queue storage, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se fait dans ce qu'on appelle un storage account. Alors, un storage account, c'est un compte de stockage où on peut faire beaucoup de choses avec. On peut stocker du blob, on peut faire du file share. On a ce qu'on appelle les table storage, donc c'est quelque chose, c'est simplement des tables qu'on peut query, un peu comme une base de données très simple. Et on a ce qu'on appelle les queues. Donc, tout simplement, hop, vous avez les queues et vous voyez que là, on a déjà des messages qui sont stockés. Ce qui est intéressant, donc vous voyez le temps d'insertion et vous voyez aussi l'expiration. Donc là, dans mon use case, typiquement, c'est dès que j'ai une température de flux qui est supérieure à 3 degrés, hop, il m'envoie un message. Et ça, c'est fait dans le code de l'Azure Function qui va permettre de faire le tri entre les deux. Ensuite, ce que j'ai, c'est que j'ai une petite application qui va, que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Que je vais vous montrer tout de suite et qui en fait est très simple et qui va permettre en fait de recevoir tout simplement les messages ici. Donc pour ça, on utilise un SDK, le SDK de la queue. Hop, le temps que ça se mette en route. Donc l'idée, c'est juste d'avoir une connection string, une alarme, et ensuite, tout simplement, on utilise le SDK qui est ici pour le mettre en place. Pareil, là, c'est en C#. Si vous voulez faire dans un autre langage, c'est totalement adaptable. Voilà pour cette partie. Et la visualisation. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des données si on ne peut pas les visualiser? Pour ça, je propose l'utilisation de ce qu'on appelle Power BI. Alors, Power BI, c'est l'outil de dashboarding qui est utilisé par Microsoft. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les comptes Power BI, typiquement, si vous avez Teams, si vous avez Office 365, vous pouvez avoir une gouvernance globale. Comme beaucoup d'entreprises ont ce genre de compte, vous pouvez vraiment vous greffer dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire rapidement des dashboards très visibles. Par exemple, celui-ci, où on voit le nombre de demi qui ont été de 25 qui ont été servis, et son évolution dans les temps, et aussi le nombre de pintes et de demi qui ont été servis pour voir si les gens consomment plus des demi ou des 25. Ce qui permet d'avoir une bonne gestion de notre tireuse connectée et de gérer correctement son bar. Voilà tout simplement. Après, vous pouvez vraiment les enrichir à ce niveau-là. Alors, pour aller plus loin, là, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de contraintes. Typiquement, là, si on n'a pas de connexion Internet, on est un peu coincé. On a aussi des cas où la connectivité Internet, elle n'est pas forcément ouf. C'est sûr que si vous êtes dans votre cave à vin, votre cave à bière, dans notre cas, ça va être compliqué d'avoir des métriques et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que l'utilisation du edge computing peut être intéressante. Donc l'objectif du edge computing, c'est d'augmenter la flexibilité et la résilience de notre système. En fait, comment il peut faire ça? Donc c'est qu'il va déporter certains traitements
en local. Donc, ce qui va réduire de 1 la latence, de 2 les coûts, et que, à la place de déporter toute notre analyse de données dans le cloud, on va pouvoir le faire un petit peu directement au local pour avoir une réponse qui est encore plus rapide. Donc, comment ça fonctionne le edge computing? Donc, en fait, c'est des modules qu'on déploie et qui vont être utilisés au fur et à mesure par la machine. Ce qui est intéressant, c'est que la mise à jour de ces modules peut être très très rapide et quasiment transparente, et tout ça de manière automatique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'architecture Edge repose sur les mêmes composants que nous avons déjà mis en place, notamment la partie IoT Hub. Après, il suffit juste de mettre un container registry pour les lier, tout simplement. Deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est de l'IA. Alors l'IA, par exemple, ça va être intéressant si, par exemple, on peut faire de la maintenance prédictive. Si, comme ça nous permet, par exemple, d'ajuster la température, d'être proactif là-dessus, d'ajuster, en fonction des utilisations, de régler les préférences, d'anticiper le réapprovisionnement, par exemple. Tout ça peut être fait avec des modèles d'intelligence artificielle. Et Microsoft propose MLOps et Azure Machine Learning pour le mettre en œuvre. Donc, ce sont des services qui sont déjà préfaits et qui peuvent être facilement déployés grâce aux technologies Edge. Au niveau de la visualisation, ça peut être aussi très intéressant de mettre grâce à Power BI, vous pouvez augmenter, prendre de meilleures décisions aussi basées sur ces données avec un traitement d'intelligence artificielle. Au niveau de l'amélioration continue, vous pouvez aussi mettre en place des boucles de rétroaction pour affiner les modèles et avoir quelque chose de plus en plus fiable, de plus en plus précis. Et comme je l'ai dit, une mise à jour qui est facile. Donc, à la vôtre. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la presse. Tu as parlé plusieurs fois des coûts. Typiquement, si je vais héberger ça pour une dizaine de tireuses sur un mois, ça me reviendra à combien Alors, à peu près, tu comptes sur une architecture comme ça, une 50aine d'euros avec de la bonne redondance par tireuse. Ok, merci. En fonction du nombre de données, etc., ça peut augmenter, mais compte à peu près une 50aine d'euros. D'autres questions? Tout était super clair. Waouh! Vous avez juste soif. Bon, merci à vous en tout cas.